Des rivages baignés de soleil, une citadelle millénaire, un port ouvert sur la Méditerranée. C'est la vision qu'offre Monastir au premier coup d'œil. Mais à y regarder de plus près, cette ville tunisienne a une particularité. Pour la découvrir, il faut suivre Jalel Ben Salem, le capitaine du port. Bonjour madame. Jalel salue en français tous ceux qu'il croise. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va? Mais ça va très bien, oui. Allez, merci beaucoup. merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'a que environ 5% du bateau tunisien, mais les Français, presque entre 50 et 60% des Français. Oui. Jean-Marie est l'un de ces Français à avoir jeté l'ancre à Monastir. Des Vosges où il habite, la Tunisie n'est pas plus éloignée que la Côte d'Azur. Eh ben, c'est super. Ça fait plaisir. Ouais. Eh ben, comme ça, on peut... Je suis aussi vite qu'ici, même peut-être plus vite ici qu'à hier, hein, par exemple. Hein. Moi, j'arrive à l'aéroport, je prends un taxi, pouf, je suis là. Puis je peux prendre le taxi à 2 h du matin. Hein. Déjà, Ce port tunisien est devenu la résidence permanente de son voilier. Et pas uniquement pour sa douceur de vivre. C'est un beau coin de la cité. On ne trouvait pas de place. On s'est mis à hier, à un moment, il y a très longtemps, une trentaine d'années de ça, sur une liste d'attente qui n'en finissait plus de s'étirer. Bon, on a compris qu'on n'aurait certainement jamais de place. Donc après, bon, on est parti ailleurs, on voulait continuer de faire du bateau, quoi. Hein. Comme Jean-Marie, ils sont nombreux à mettre les voiles vers la Tunisie, la Grèce ou la Turquie, afin de trouver un havre pour leur bateau. En France, obtenir une place pour un voilier ou un yacht ressemble à la quête du Graal. Les ports de plaisance sont pris d'assaut. Pour décrocher un anneau d'amarrage, il faut la patience du marin au long cours ou la ruse du lys. Des rivages de la Méditerranée à la côte atlantique, de Bandol au Guilvinec en passant par La Rochelle, embarquement dans les eaux parfois troubles de ces ports si convoités. À quelques encablures de Marseille, entre Calanques et plage, Saucey-les-Pins, sur lesquels les touristes se baladent, dégustent une glace, en rêvant à des bateaux qui, bien souvent, servent à tout, sauf à naviguer. T'as vu comme les petits pointus de Toulon là? Et c'est que les bateaux à moteur, en fait. Ève et Simon sont venus de Toulon goûter le temps d'un week-end à la vie du port. Alors, vous pensez quoi du coin? C'est super joli. C'est sympa. Ça donne un air de vacances. Ouais. Vous allez bien? Ça va? Super. Ils ont réservé le bateau de Jean-Michel. Le propriétaire a fait de son yacht de 12 mètres un hôtel flottant. Pardon. Voilà, venez. Je vous en prie. C'est gentil. Allez. Ça ici, c'est la partie navigation. Vous n'aurez pas à y toucher. Si c'est un bateau d'hôte ce soir. Voilà. Ouais. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Bien entendu. Pour 130 € la nuit, le jeune couple ne prendra pas la mer, mais il profitera de sa cabine tout confort et d'une vue unique sur le port. Ça vous plaît la vue là? Ouais, c'est sympa, hein. Déjà le bruit des cordes qui claquent sur les mâts déjà. Ça va bercer la nuit, ça. Puis ouais, après c'est sûr le cadre, voilà, la mer. Et puis la vue à 360 degrés, la vue On a la petite terrasse qu'on n'aurait pas à l'hôtel. Cette location pour une nuit ou un week-end, c'est une manière pour Jean-Michel de rentabiliser un bateau. Un investissement qui lui coûte 5 000 € par an. Les entretiens de bateau sont quand même chers, il faut le savoir. Les places au port coûtent cher, donc il y a un budget qui va avec. Et le fait de le louer, ben, ça permet d'amortir un petit peu tous ces coûts-là. À seulement quelques pontons du yacht hôtel de Jean-Michel, le petit bateau de Lucien et Marie-Jo. Une sorte de caravane sur l'eau. L'espace à bord est exigu. Ouais. C'est la sauce aussi. Parce que j'ai pas l'habitude, donc... Moins de 20 mètres carrés. Ça. Au moment du dîner, pas question de faire de la gastronomie. Pas trop pratique quand même, hein, c'est petit. Et ça ressemble vraiment à un petit camping. Au menu du dîner ce soir, des œufs durs et des tomates.
En même temps, on fait un peu de régime, comme ça fait pas de mal aussi. On mange un peu moins surtout. Ce couple de Marseillais qui a des revenus modestes passe tout son été ici. Là, vous avez l'eau courante en fait ici. Un tuyau d'arrosage branché à la borne que nous prête le port, gentiment. Ben, venez voir. Il y a 4 entrées, donc on peut se mettre à plusieurs. Il y a plusieurs bateaux qui se mettent là, hein, donc moi j'ai pris celle-là. Donc je mets un tuyau d'arrosage pour rincer le bateau, pour se prendre une douchette éventuellement aussi. Et on a aussi l'électricité. Donc j'ai des prises de courant comme à la maison. On va brancher une cafetière, un poste de radio, ce qu'on a envie. Voilà. Cette installation, même sommaire, n'est pas gratuite. Pour pouvoir stationner leur bateau dans le port et bénéficier de toutes les commodités, Lucien et Marie-Jo paient un loyer. Beaucoup de papier. Et voilà, ça c'est la note du port. Donc pour 15 jours, vous avez payé 329 € TTC. Voilà. D'accord. Avec l'eau, l'électricité bien sûr, hein, et les toilettes, enfin les sanitaires à disposition. D'accord, donc pour un mois, c'est en gros c'est 600 €. 600 € ouais, à peu près. Ce qui est beaucoup moins cher qu'une location par exemple. Ben 600 €, je pense que c'est la semaine là, dans un appartement. Là on a un mois. Ouais. J'ai moins de confort, mais je suis tout seul, je suis pas embêté. On est à l'air, on est bien, on a les restos pas loin, il fait bon. Et moi je préfère, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Et vous êtes sur l'eau. Et on est sur l'eau en plus, voilà. C'est ça qui est bien. Des caravanes sur l'eau, des bateaux hôtels. Le port de Saussay ressemble davantage à un village flottant qu'à un repère de marins. Avec leur bateau, Marie et Jacques sont du genre méticuleux. Ils le bichonnent. Leur yacht, c'est leur résidence secondaire. Mais c'est surtout pour eux le meilleur moyen de voyager. Il y a 15 jours, on regardait la mer depuis Narbonne. Il y a un mois, nous regardions la mer depuis le Frioul. C'est une résidence secondaire mobile, comme un camping-car. Mais avec la faculté de pouvoir aller un petit peu où l'on souhaite. Jean-Pierre est un navigateur, comme ses copains de ponton. Ah, c'est le pêcheur d'à côté. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils font presque figure d'exception. À Saussay, les 2 tiers des bateaux ne naviguent plus. Celui-là, regardez, il mobilise une place de 5 mètres là, ou 6 mètres. Regardez les moules. C'est ce qu'on appelle les bateaux ventouses. C'est-à-dire que les stalactites sont tellement longues que ça touche le fond. Si ces bateaux restent là, c'est que leurs propriétaires peuvent garder leur place dans le port à vie. C'est tellement difficile d'avoir une place que quand on a une place, même quand on a un vieux bateau, il faut la garder. Ces bateaux ventouses encombrent les ports français alors que la demande de place ne cesse d'augmenter. Pour obtenir un anneau d'amarrage, certains plaisanciers sont prêts à tout. Avec ses embarcations traditionnelles et ses façades pastel, le port de Bandol dans le Var est l'un des plus courus de la côte méditerranéenne. Il abrite plus de 1700 bateaux et les places sont très convoitées. Michel rêve de pouvoir y installer son bateau, un catamaran. Je suis rentré sur la liste d'attente en 2002 à la 3e place pour les multicoques donc dans le port de Bandol. Depuis et chaque année, il renouvelle sa demande pour obtenir un anneau. C'est la règle. 2003, nous sommes à la 2e place. 2004, on est à la 2e place. 2005, on est à la 2e place. Et 2006, on est à la 1re place. Et là, vous commencez à avoir un espoir. Là, je commence à avoir un espoir, là. Mais 6 ans plus tard, il en est toujours au même point, ou presque. En 2012, de la numéro 1, j'ai rétrogradé à la numéro 2. Voilà. Et pourquoi ? Ah, ça c'est... Je ne peux pas vous dire. Voilà. Le problème, c'est que j'ai 60 ans cette année et je me demande si, avant d'être très très vieux, que je ne pourrais plus naviguer, j'aurai une place. Pour obtenir gain de cause, Michel a décidé de changer de stratégie. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Jacques Kaufmann, le président de l'association des plaisanciers du port de Bandol. Bonjour.
Oui, bonjour. Ça va, vous bougez pas. Belinchon. Jacques Kaufmann. Michel Belinchon. Venez avec nous. Michel découvre alors qu'il n'est pas le seul à s'impatienter. Comme lui, Jacques Kaufmann attend une place pour son multicoque. Et plus étrange, il est devant Michel sur la liste d'attente, alors qu'il s'y est inscrit bien après. Oui, je suis d'accord. Mais le plus étonnant, c'est que vous avez le numéro 2 en étant inscrit en 2002, alors que moi j'ai le numéro 1 bis en étant inscrit en 2008. Donc là, il y a quelque chose qui me pose un réel souci. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les listes d'attente, c'est géré un peu au petit bonheur la chance? Je regrette de le constater, effectivement, c'est ça, puisqu'on voit que c'est impensable que moi, inscrit 8 ans après lui, je sois devant lui. Alexandre Leblanc. Officiellement, toutes catégories de bateaux confondues, 5 emplacements sur 1700 ont été libérés l'an dernier. Mais selon Jacques, ce chiffre est bien en deçà de la réalité. Oui, voilà. Ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes pour obtenir des places, qui sont toutes fatalement à la limite, à la marge, ou même au-delà de la marge de la loi, et qui font que la liste d'attente à Bandol, c'est pas le moyen pour obtenir une place. Pour décrocher un anneau dans le port public de Bandol, il y aurait donc des méthodes bien plus efficaces que la liste d'attente officielle. Pour le vérifier, nous nous sommes mis dans la peau d'un plaisancier. Les autorités de la ville ayant refusé nos demandes d'interview, bonjour. Nous nous sommes présentés à la capitainerie en caméra cachée pour demander la location d'une place à l'année pour notre bateau de 11 mètres. Et voilà le discours officiel. Je voulais savoir s'il y avait des places permanentes ici disponibles. Non, il n'y en a pas. Il y a une liste d'attente qui est très très longue. Pour ce genre de bateau, on va dire au moins 15 ans si c'est pas 20. 15 ans? Tous les jours, j'ai 3-4 demandes par jour d'inscription sur la liste d'attente. Mais en faisant une rapide recherche sur Internet, nous tombons sur des annonces de bateaux à vendre. Il s'agit de bateaux d'occasion vendus avec leur place dans le port. Une pratique pourtant strictement interdite. Les places ne peuvent pas se transmettre entre particuliers. Lorsqu'elles se libèrent, seules les capitaineries sont autorisées à les remettre en location. Mais il existe un moyen de contourner cette règle. Dans cet univers opaque, un seul plaisancier a accepté de nous en parler. Car Michel Tin assume. Il y a un an, il a acheté ce bateau d'occasion. Bienvenue à bord. En même temps, il a obtenu une place au port de Bandol. Un petit bateau, hein. Il y a une cabine double à l'avant, avec des petits rangements sur les côtés, en dessous. Il a payé ce voilier 27 000 €, le prix du marché, ce qui aurait dû logiquement faire de lui le propriétaire. Pourtant, ce n'est pas ce qui est indiqué sur les papiers officiels. Je suis propriétaire à 100% moralement, mais officiellement, j'en ai 49%. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Là, sur l'acte de vente, donc on voit la liste des copropriétaires. Monsieur Jacques, 51%, qui est l'ancien propriétaire, qui possédait 100% du bateau. Et moi, 49%. D'accord. Sachant que j'ai bien payé les 100%. D'accord. Mais avec ce principe, ça permet... le port accepte que le bateau reste à la même place, puisque c'est toujours la même personne qui est propriétaire du bateau en majorité. Officiellement, le bateau reste au nom de l'ancien propriétaire, à qui la place de port a été attribuée à vie. Michel a donc réussi à passer devant tous les candidats inscrits sur la liste d'attente. Là, c'est pas tout à fait une vraie copropriété, mais rien ne le prouve. Mais personne n'est dupe. À la capitainerie, ils me voient, moi, tiens, ils voient une nouvelle tête. En plus, je viens, je fais le carénage du bateau, je paye le grutage, je paye le port. Ça leur pose aucun problème. En cas de conflit, tout est prévu. Il suffira de remplir ce document, signé par le copropriétaire, mais non daté. Michel deviendra alors l'unique propriétaire du bateau. Le jour où on a un conflit, où j'ai besoin de faire valoir le fait que je suis le seul propriétaire du bateau, je mettrai une date là et voilà. Et ça, c'est légal? Bah non, non. Non, c'est hors la loi, c'est sûr. Michel a tout à fait conscience d'être dans l'illégalité, mais c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour pouvoir naviguer. Nous avons donc contacté la capitainerie pour savoir ce qu'elle en pensait. Apparemment, elle ne peut que fermer les yeux sur cette pratique
très répandu. On ne peut pas mener une enquête sur chaque personne, savoir si vraiment c'est une copropriété normale ou pas, quoi. Nous, on a un papier officiel tamponné par les douanes qui dit que Monsieur X est toujours le majoritaire du poste. Voilà. Mais donc vous n'avez pas envie de savoir en fait ce qui se passe? On ne peut pas savoir comment. Je ne peux pas voir les gens et leur dire Monsieur, pourquoi vous avez vendu une partie de votre bateau? Je veux dire, c'est de l'inquisition, ça. Mais c'est aussi qu'en fait, finalement, c'est une pratique qui est acceptée, en fait. Mais qui est acceptée dans tous les ports de France. Hein. Tous mes collègues dans les autres ports ont le même problème avec ce genre de copropriété. C'est pas spécifique à Bandol. Ces ports saturés, où les petits arrangements ont force de loi, certains ont décidé de les déserter. Ils sont allés trouver ailleurs un havre pour leur bateau, quitte à transgresser la loi. Dans la rade de Villefranche-sur-Mer, près de Nice, ces agents des affaires maritimes surveillent les centaines d'embarcations qui viennent chaque jour jeter l'ancre. Nous sommes les affaires maritimes. Je vais vous demander de mouiller un peu plus loin. Là, vous êtes dans la zone d'évitement du... OK. You understand? Dans certaines zones, le mouillage temporaire est autorisé. You do quickly, please. OK, bye. Ce qui est formellement interdit, en revanche, c'est de s'installer durablement et sans autorisation. Le mouillage sauvage est pourtant une pratique très répandue. Les propriétaires de bateaux viennent s'amarrer à ces bouées posées illégalement. Voilà, donc là ils ont repéré avec un gilet, hein, et dessus ils ont marqué le nom du bateau, Natuwa. Donc là ils sont partis se promener. Voilà, ils sont partis se promener et ils vont revenir, je sais pas, ce soir, demain. Ils vont revenir se mettre là, jusqu'aux prochaines vacances. Dans la rade, il y a des dizaines de ces bouées lestées au fond de la mer grâce à des blocs de béton, des moteurs et même des épaves de bateaux. De l'autre côté de la baie, une cinquantaine de bateaux sont amarrés. Leurs propriétaires se sont arrogés une parcelle de Méditerranée pour créer un port clandestin. Vous êtes le renseignement? Cet homme qui interpelle les agents est le chef de file de ces plaisanciers rebelles qui occupent illégalement le domaine public. Ce n'est pas chez vous, monsieur. Vous êtes en train d'abîmer les fonds. Entre les autorités et lui, c'est un dialogue de sourds. Il s'est dit, j'étais pas souvent. On va se calmer, monsieur. Vous voulez des renseignements? Vous êtes là parce que quoi? Parce qu'il n'y a plus de Parce place dans les ports? Il n'y a plus de place dans les ports. La liste d'attente, c'est 20 ans. Au bout de 20 ans, c'est encore 20 ans. Même en payant la place dans un port, il n'y a pas de place. Alors on tourne en rond, voilà, c'est clair. C'est bien. Au revoir, messieurs, dames. Qui sont vraiment ces plaisanciers qui bravent la loi? Sous l'eau quand tu peux, par contre. Le lendemain, au port de Villefranche-sur-Mer, nous retrouvons Lino. Contrairement à ce qu'il a raconté devant les agents des affaires maritimes, il n'a pas envie d'une place dans un port. C'est les sardines. C'est pas les sardines de Marseille, mais c'est les sardines. Voilà, ils sont tous là, un à côté de l'autre. Quand quelqu'un mange, tout le monde regarde. Voilà, c'est pas tout à fait... C'est pas la liberté, voilà. Pour échapper à la foule du port, Lino a jeté l'ancre à l'entrée de la rade. Avec la pointe de Nice, là, c'est l'endroit le plus abrité de Mistral. Depuis 12 ans, Lino et sa compagne profitent illégalement de l'endroit. Quand on plonge d'ici, dans le port, on ne peut pas le faire. Hein. Là, par exemple, il y a l'échelle de bain, on plonge, on met des bouteilles de plongée, ou on pêche. Là, c'est la liberté. Voilà. Pouvoir jouir de cette liberté en toute légalité, voilà ce que réclament Lino et tous les autres plaisanciers installés ici. Ce qu'on veut, c'est que ce soit légalisé, que ce soit, voilà, on dit, on paye, mais il faut que les gens le fassent, voilà. Il faut que les autorités le fassent. Si à Villefranche-sur-Mer, on ne veut pas de Lino et de ses amis, certains élus rêvent, eux, d'accueillir des plaisanciers. Sur la côte atlantique, à la pointe de la Bretagne,
le port du Guilvinec. Jean-Luc Tannot, son maire, et Christophe Chevrier, celui de la commune voisine, partagent un grand projet. Allez, ça va? Bonjour. Les deux hommes assistent à la lente agonie de leur port de pêche. Dans les années 70, 200 chalutiers étaient amarrés ici. Ils sont aujourd'hui à peine une centaine. Quand j'étais gamin, le samedi, on pouvait presque traverser de Guilvinec à l'Échagat en sautant de chalutier en chalutier. C'est-à-dire qu'on pouvait passer d'une rive à l'autre? Presque. En passant d'un chalutier à l'autre? En passant d'un bateau à l'autre, Tout à fait. Bon, on s'aperçoit que comme la flottille a quand même fortement diminué, et on a quand même perdu encore des années, presque 7 navires encore, qui sont partis. Ils sont partis encore, qui ont été revendus. Ouais. Et ça, malheureusement, cette hémorragie-là, on ne la maîtrise pas. Pour relancer l'économie de leur commune, les deux maires veulent construire un grand port de plaisance. Les plans sont déjà prêts et ils ont choisi le lieu. Ce bassin, bordé autrefois de chantiers navals, pourrait accueillir plus de 500 bateaux. Il y a des pontons qui seraient comme ça, perpendiculaires au quai existant. Et plus vers le fond, là-bas, vous auriez les bateaux qu'on appelle les bateaux sur bouée. Ce projet coûtera 24 millions d'euros, mais il permettra de créer une centaine d'emplois durables. Une aubaine pour l'économie locale, mais aussi le risque d'un bouleversement du milieu naturel. Pour le comprendre, il faut se rendre à 200 km de là. Au port du Pouliguen, en Loire-Atlantique. Depuis 5 ans, Jean-Claude Ménard surveille l'impact des activités portuaires sur l'environnement. Ce qu'il observe l'inquiète. Chaque jour, des plaisanciers viennent nettoyer leurs bateaux. Ils passent la coque au Karcher pour décoller les algues et décaper les vieilles peintures. Normalement, les eaux usées devraient s'évacuer dans ces grilles. Mais le système de récupération de ces eaux ne fonctionne plus. En fait, l'eau tombe là, elle passe le long ici. Et au lieu d'aller dans les grilles là-bas, elle s'en va carrément en dehors. Cette eau polluée déverse dans le port un produit toxique, l'anti-fouling, une peinture anti-algues qui recouvre la coque des bateaux. Ça, c'est la poubelle où ils mettent les déchets. Donc on voit que c'est nocif, bien sûr dangereux pour l'environnement. Il y a des biocides dedans, c'est-à-dire biocides, ce sont des produits anti-algues, anti-herbes. Il y a aussi de l'oxyde de cuivre qui a le même effet, mais qui est moins nocif que les biocides. Ces composants chimiques vont se déposer au fond du port et constituer une menace pour l'environnement. Tous les 4 ans, des dizaines de milliers de mètres cubes de boue contaminée sont dragués, comme sur ces images, filmées dans un port voisin. Elles sont aspirées dans ces tuyaux, puis déversées à 1 km au large. La pratique est autorisée, le taux de pollution de ces vases étant inférieur au seuil légal, mais elle participe à la destruction des fonds marins. Chaque année, à la même époque, Jean-Claude rejoint cette équipe de scientifiques. Salut. Je peux te récupérer quand tu seras prête? Ouais, là, maintenant. Ils auscultent les fonds marins souillés par les boues du port. C'est là qu'ils vont d'abord aussi se déposer, peut-être étouffer, peut-être colmater les fonds, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sous l'eau, les plongeurs notent scrupuleusement tout ce qu'ils observent. Ils prélèvent des échantillons et prennent des photos. Après 2 heures de plongée, leur constat est sans appel. Depuis l'an dernier, les fonds marins se sont dégradés. Voilà, beaucoup moins d'algues que d'habitude. Les algues qui sont là sont plus petites aussi que d'habitude. Elles n'ont pas eu le temps encore de grandir. C'est pas un signe de bonne santé. Au revoir. Malgré cette menace qui pèse sur l'environnement, les côtes françaises voient naître de nouveaux ports. Pour le plus grand bonheur de certains plaisanciers. À La Rochelle, Bruce
s'apprête à inaugurer aujourd'hui sa toute nouvelle place. 7 ans. Ça fait 7 ans que j'attends ça. Bah, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça représente? Un havre pour mon bateau. Le vieux loup de mer en a les larmes aux yeux. Pour fêter ce grand jour, il a même invité sa famille et ses amis. Cet anneau, c'est la certitude d'une vie paisible avec son voilier. Des bornes électriques à proximité, l'eau, tout le confort. Bruce est le tout premier à s'installer dans ce nouveau bassin de 1000 places. D'ici à la fin de l'été, il sera plein à craquer. Ces quelques centaines d'emplacements supplémentaires ne sont qu'une goutte d'eau. Hé, à la vôtre, les amis. À la vôtre, à Hydromel. 40 000 plaisanciers cherchent encore aujourd'hui un port où amarrer leur bateau.